Donc, ma présentation, ça va être sur LXC, mais principalement, ça va être un démo, quelque chose d'assez pratique. On va parcourir un peu ce qui se fait sur la ligne de commande, etc. etc. Donc, en principe, ça ne va pas être beaucoup de slides. J'en ai juste 4 ou 5 juste pour expliquer les principes généraux. Mais après, ça va être quelque chose que j'espère qui va être pratique et intéressant. Ok, donc en termes de réglage, est-ce que vous voyez mon terminal? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il fait beau? Non. Pas qu'on t'entend, mais on ne voit pas ton terminal. Ok, on va y arriver. Ah, d'accord. Donc, on va partager deux choses à la fois. C'est juste où ça, desktop. Ok. Donc là, vous voyez mes slides. Et le terminal. Oui, c'est bon, on le voit. Ok. La taille du texte, je l'augmente un peu. Moins à énorme. Merci. Je ne sais pas pour les autres, mais pour ne pas retarder les gens qui sont déjà à l'heure, je pense qu'on peut commencer. Sinon, c'est vous qui décidez. Oui, bah, je pense qu'on peut commencer, on peut démarrer en tout cas. Les retardataires, comme toujours, ils ont tort. Je vais juste... on y va? Yes, please, on y va. Ok, top. Donc, salam alaikum, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vais juste faire, on va dire, une sorte de suite logique de la présentation d'il y a 3 semaines. Donc, à savoir la présentation qui a été faite de Docker. Et là, j'enchaîne sur LXC/LXD, qui est aussi une technologie de containerisation, mais qui est différente, enfin complémentaire en tout cas de Docker. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, donc les containers Linux.
LXC, LXD. Donc là, LXD est une méthode de virtualisation pour exécuter des conteneurs système. Donc ça, c'est la première distinction que je voudrais qu'on fasse, c'est-à-dire si Docker est un système de containerisation applicatif ou logiciel, LXC est un système de containerisation système. C'est-à-dire, donc dans Docker, on a souvent une application. Donc, on a une appli, par exemple, imaginons que ce soit une base de données MySQL ou Postgres ou Prometheus ou autre chose. Donc, c'est une application ou un service qui se trouve dans ce conteneur-là. Donc, on le link avec d'autres services ou applications qui sont dans d'autres conteneurs et à la fin, on a notre appli voilà, qui s'exécute. Donc, il nous faut plusieurs éléments pour pouvoir avoir une appli ou un service, enfin, la plupart du temps dans le monde réel. De l'autre côté du spectre, nous avons LXC qui est aussi un mécanisme de virtualisation, mais système. C'est-à-dire qu'il s'approche vraiment plus d'une machine virtuelle que d'un mécanisme de containerisation classique. Donc, parfois, tu vois, quand on dit à une personne, c'est quoi Docker, il te dit que ouais, c'est un système c'est comme une machine virtuelle, mais en beaucoup plus light. Mais en fait, ce qui est une machine virtuelle en plus light, c'est vraiment LXC. C'est pas Docker. Docker, c'est plus un mécanisme qui vise à tromper une application pour lui faire croire qu'il s'exécute dans une machine virtuelle, mais en fait, il s'exécute dans un process. Donc ça, je ne vais pas refaire la session sur Docker, mais voilà. Donc LXC, il faut vraiment le comprendre comme comme un environnement virtuel ou une machine virtuelle, mais au sens qu'on connaît déjà, c'est-à-dire les machines virtuelles classiques. J'ai oublié VMware, par exemple, pour ceux qui connaissent VMware. Donc, c'est vraiment quelque chose de très cloisonné, de beaucoup plus cloisonné que Docker et de beaucoup plus, par ce cloisonnement-là, sécurisé. La différence aussi qu'il faut comprendre de LXC par rapport à VMware que j'ai cité tout de suite, c'est que LXC est basé sur Linux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas installer dessus, enfin, ça c'est pas toujours vrai, on ne peut pas installer dessus un autre système que Linux. Mais ça, il y a des gens qui sont en train d'installer Windows 10 sur le LXC, donc bientôt ça va plus être très vrai. Mais pour l'instant, ou à la base en tout cas, c'était du Linux on Linux, un système de machines virtuelles sur Linux pour installer des systèmes d'exploitation Linux. Donc, c'est un système de virtualisation qui est de type isolateur et qui permet la containerisation au niveau du noyau en utilisant toutes les primitives du kernel. Donc, quand je dis les primitives, c'est vraiment les éléments de bas niveau. Par exemple, les namespaces, les éléments de SE Linux, c'est-à-dire Security Enhanced Linux, c'est des éléments, c'est une petite couche, enfin une petite couche, c'est une couche qu'on a rajoutée sur Linux pour vraiment le rendre beaucoup plus sécurisé et évidemment beaucoup plus complexe. Il y a aussi les AppArmor, Seccomp, les Chroot, les mécanismes de C-Group. Et sur la dernière version en tout cas de LXC, elle utilise à fond QEMU, qui est un système d'émulateur qui existe déjà dans principalement, enfin pour Debian que je connais, ou Ubuntu. La plupart en tout cas des systèmes Linux ont ce QEMU-là qui est embedded, qui est intégré dedans. Donc, sur la dernière version de LXC, la version 4, on s'approche vraiment d'un système très proche des machines virtuelles. Donc, c'est pour ça que sur cette version-là, il y a des gens qui font des installations, qui arrivent à installer Windows 10. Et voilà. Mais sur les précédentes versions, c'était plus un environnement virtuel parce que voilà, il y a une distinction entre les machines virtuelles et les environnements virtuels parce que les environnements virtuels n'ont pas besoin réellement de OS, ne s'attendent pas forcément à avoir un OS qui soit installé sur l'environnement virtuel. Tandis que les machines virtuelles, il y a toujours un OS qui peut être différent. Et c'est ça, QEMU, c'est là où QEMU intervient et c'est là où les gens commencent à faire des expérimentations telles qu'on les connaît.
Donc, l'autre chose qu'il faut signaler, c'est qu'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a LXC avec un C, justement, qui est là. Et il y a LXD, qui est le Linux, qui est le LXC daemon. Donc, LXD, beaucoup de gens l'utilisent de façon interchangeable. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, pour dire LXD, disent LXC. Donc, c'est une confusion que beaucoup de personnes font parce que c'est effectivement quelque chose de très enfin, qui est survenu à cause des développeurs de ce système-là, parce qu'ils ont très mal nommé les choses. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc, LXC est vraiment le système de bas niveau qui utilise les primitives du kernel Linux. Et LXD est une couche qu'on a rajoutée au-dessus de libLXC pour pouvoir, vraiment rendre un peu plus convivial les lignes de commande et rajouter des fonctionnalités supplémentaires. Donc là, je fais une distinction sur ce paragraphe-là, sachant en disant que LXC est une interface utilisateur pour les fonctionnalités de confinement du noyau. Donc vraiment les fonctionnalités de bas niveau. Donc, c'est lui qui gère tout ce qui est espace de nom, les namespaces, les profils de sécurité à part mort ou Secure Enhanced Linux, les sharewoods, et vraiment tout ce qui est bas niveau. C'est LXC qui le gère. Ensuite, il y a LXD qui est une couche que les gars de Canonical qui ont fait Ubuntu ont installé par-dessus. Enfin, c'est eux qui ont fait les deux, mais les primitives de base existent par défaut dans Linux depuis près de, je sais pas, 15 ans ou quelque chose comme ça. Donc, LXD est l'hyperviseur. L'hyperviseur, c'est un démon et qui communique par une API REST avec LXC. Donc, vous-même, vous pouvez écrire, si vous voulez, une librairie qui communique par REST avec LXC, ce qui fait que vous aurez votre LXD personnalisé. Donc, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'offrir plus de fonctionnalités et plus de flexibilité pour la communication avec LXC. Donc, à la base, les gens utilisaient LXC très bien. Hein, ils n'avaient pas de problème particulier. C'était juste un peu chiant, mais voilà, c'était faisable. À telle enseigne que beaucoup de gens l'utilisent toujours, notamment Docker pendant ses premiers temps, avant qu'il réécrivent une librairie spécifique pour gérer les mécanismes de containerisation. Donc voilà, j'aimerais d'ores et déjà qu'on fasse cette distinction, que tout ce que je vais dire à partir de maintenant concerne LXD. Tout ce qu'on verra sur la ligne de commande, sur les commandes que je tape tout à l'heure, ça va concerner LXD, le démon. Donc, après, je vais montrer un système pour savoir exactement si vous êtes sur LXD directement ou si vous êtes sur un niveau beaucoup plus bas, LXC. Donc, sur un autre registre, LXD est encore une fois un système d'environnement virtuel et il vient avec des images de système d'OS, de système d'exploitation. Donc, tous Linux, Arc Linux, CentOS, Debian et tout ça. Donc, les systèmes classiques majeurs. Et c'est utilisé dans le monde réel, c'est utilisé par tous les acteurs cloud, on va dire, notamment sur les plus fameux étant Heroku, avec ces Heroku Dino, qui utilisent vraiment qui sont capables de provisionner très rapidement. C'est-à-dire que quand tu arrives chez Heroku, tu dis, je veux acheter une VM de tant de capacité avec tel système d'exploitation. Et par derrière, il va lancer son mécanisme d'orchestration. Par exemple, ça peut être un Kubernetes, qui, si tu veux, par exemple, 2 ou 3 instances de quelque chose. Voilà. Mais voilà, en tâche de fond, derrière la jolie interface des recours, c'est des LXD qui vont être déployés, des environnements virtuels de ce type-là. Ensuite, il y a OVH qui l'utilise beaucoup aussi dans son cloud, et notamment d'autres acteurs qu'on ne connaît pas qui installent en tout cas tout ce qui est OpenStack. Je ne sais pas si vous connaissez OpenStack. Donc, c'est une plateforme de cloudisation, je ne sais pas si ça se dit. Donc, ça te permet de... Enfin, tu as toute une machine physique, bare métal, et par-dessus, tu installes OpenStack, et voilà, ça te fait tu peux provisionner très rapidement des
des micro-environnements, des macro-environnements en fonction de tes besoins. Donc, tu peux faire du cloud OpenStack. Donc, il y a vraiment beaucoup d'acteurs, en tout cas, du cloud qui utilisent LXD par en dessous sur ces couches basses. Donc, les avantages de LXD par rapport à une VM, par exemple, le KVM sur cette comparaison-là. Donc, LXD étant un moyen de containeriser, de créer des environnements avec des OS Linux qui vraiment sont basés sur l'OS hôte. Ils sont enfin 10 fois plus denses si on compare à du KVM. Donc, quand on dit 10 fois plus dense, qu'est-ce qu'on dit? On dit, par exemple, enfin, ceux qui sont sur Windows ou qui font ou qui utilisent des machines virtuelles classiques, Zen et tout ça, donc ils savent qu'au début, quand tu crées ta machine virtuelle, tu provisionnes, tu dis, je veux que cette machine prenne 10 gigas de disque dur à la base, 200 mégaoctets de RAM, ce genre de choses. Donc, les specs sont figés dès le départ. Et à partir de là, tu peux juste mettre autant de machines que ta machine haute a de capacité disponible. Donc, par contre, sur les environnements virtuels, c'est quelque chose de beaucoup plus flexible. Au début, évidemment, tu peux fixer des seuils, limiter les capacités et tout ça dès le départ, mais tu peux aussi les laisser et il utilisera ce dont il a besoin au fur et à mesure. Donc, ce qui renforce la densité, c'est que tu peux vraiment provisionner plusieurs environnements virtuels LXD, une centaine, et ils vont s'arranger pour chacun utiliser voilà, la quantité de RAM nécessaire. Enfin, la difficulté étant que si tu as une appli qui bouffe beaucoup plus de RAM, ben, les autres vont en pâtir. Mais après ça, c'est de la supervision et de l'ajustement qu'il faudra faire. Donc, l'autre aspect qui est très important, c'est Secure by Design, c'est-à-dire que voilà, il utilise des primitives qui sont assez solides, comme je disais tout à l'heure, SE Linux, apparemment, et tout ça. Et l'autre aspect, c'est que les conteneurs ne sont pas exécutés dans un environnement privilégié. Donc, pour ceux qui connaissent, enfin, qui ont installé Docker et tout ça, ils savent que la Docker réellement s'utilise en mode sudo, par défaut, à moins de faire d'autres manipulations pour essayer de masquer ça, de pouvoir l'utiliser sans passer par sudo, mais que Docker à la base, c'est du containerisation, mais en mode privilégié. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais de mes connaissances actuelles, c'est ça que je garde. Donc, vraiment, Docker, c'est sudo, et dès que quelqu'un parvient à prendre la main sur un process Docker, il a l'accès sudo à la machine de base. Tandis que sur du LXD, c'est des containers qu'on utilise dans le user land ou dans le user space, comme on dit chez Linux. L'autre aspect aussi, c'est les fonctionnalités qui sont relativement assez avancées. La scalabilité, c'est-à-dire la facilité de déployer des dizaines ou des centaines de machines virtuelles, des environnements virtuels. La capacité de créer des snapshots. Bon, tu me diras sur Docker, tu peux en faire autant, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Ensuite, la fonctionnalité de migration à chaud, c'est-à-dire tu peux déplacer une machine virtuelle ou un environnement virtuel d'une machine à une autre sans les arrêter. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose de très de considérable, en tout cas pour les gens qui sont, enfin les entreprises en tout cas, qui doivent faire du 24/7 et offrir des services tout le temps. Donc, aussi, le point important sur ce slide, c'est au-delà de tous ces aspects séduisants, LXD ne remplace pas Docker, il est vraiment complémentaire. Après, je vais essayer de faire une démo sur comment installer Docker à l'intérieur de LXD, et puis je vais essayer d'affiner un peu ma pensée sur pourquoi essayer d'utiliser les deux en même temps. Donc, sur ce slide-ci, je dis LXD et Docker, pas LXD vs Docker. Docker est spécialisé, encore une fois, dans le déploiement d'applications, des conteneurs applicatifs ou de services, donc c'est du IaaS. Ensuite, LXD est spécialisé dans le déploiement de machines virtuelles Linux. Donc, on est sur du PaaS, Platform as a Service. Donc, les deux, encore une fois, je répète, sont complémentaires.
il ne faut pas choisir LXD ou Docker. Il faut choisir LXD pour rendre ces conteneurs Docker beaucoup plus sécurisés et ces serveurs, l'utilisation de ces serveurs machines, les VPS par exemple, beaucoup plus dense. Donc ça, c'est un aperçu, enfin une vision un peu de ce qui se passe. Donc on a notre infrastructure. Hein. J'ai mis de côté les machines virtuelles strictes parce que ce n'est pas l'objet de cette thèse-là. Donc on a l'infra, que ce soit une infrastructure cloud ou sur votre machine de développement ou que ce soit sur le serveur ou on-premise. On a le système d'exploitation qui est toujours du Linux. Bon, Docker aussi, c'est toujours du Linux, mais ça, c'est une autre histoire. Ensuite, on a le lib container de Docker qui est là, qui va provisionner les choses, les monter, les descendre. Voilà. Ensuite, on a notre image, donc qui nous apporte tout ce qui est librairie, tout ce qui est binaire. Et au-dessus, on va construire notre application. Donc, on met plusieurs applis en fonction dans le conteneur et tout. Donc, même chose pour LXD. Donc, on a les mêmes choses, mais là, le container engine, c'est du LXD, effectivement, basé sur le LXC. Et par-dessus, on ne met pas directement l'appli, on va mettre le système d'exploitation qu'on veut. Et à partir de là, j'ai préféré mettre des pointillés pour dire que ça, c'est pas indispensable. Enfin, ça ne vient pas, c'est hors du scope de LXD. Donc, une fois que vous avez installé votre Ubuntu, il n'y a rien dessus. Enfin, c'est du Ubuntu de base. Vous pouvez installer les librairies que tu veux, ou les applis que tu veux. Mais par contre, si tu prends un conteneur type Docker, il vient forcément avec des librairies. Si tu as utilisé si tu prends l'image de MySQL, forcément, il y a des librairies et des binaires qui viennent avec. Tandis que là, il n'y a pas de LXD, installe-moi MySQL. Ça n'existe pas. LXD, installe-moi Ubuntu. Ça, oui. Donc voilà, je pense que c'est le dernier slide. Voilà. Donc jusque-là, est-ce que quelqu'un a des questions? Avant qu'on passe à la démo, que je ne passe à la démo. Non? Ok. Donc, non? Ok. Donc j'ai, pour mettre un peu de contexte, un VPS que je vais utiliser pour faire la démo qu'on est en train de voir. Je vais m'y connecter. Donc, identification par clé publique privée, forcément. Donc, j'ai déjà installé LXD ici, mais parce que enfin, je préfère aller directement sur l'utilisation de la chose parce que l'installation, c'est vraiment la partie la plus simple. Et sachant que on a tous la main sur ce genre de choses, la documentation est abondante. Il n'y a pas besoin de perdre du temps ou prendre du temps sur l'installation du logiciel. Donc la version, c'est une LXC version 4.0. Donc, il faut savoir que LXD utilise les systèmes de long-term support, les LTS. Sur cette version 4, qui est assez récente, elle est maintenue jusqu'en 2025 ou 2000, je sais pas quoi. Donc, vraiment, on a le temps de voir venir. Et ça, c'est LXD étant un outil pour les admins 6 et les DevOps. La continuité est quelque chose de très important, de ne pas avoir quelque chose qui bouge tout le temps, parce que là, on n'est pas des développeurs JavaScript, donc on aime la stabilité. Voilà, donc c'est une LTS, et je vous recommande de prendre une LTS, quel que soit le fanciness des choses qui vont venir après. Mais globalement, si tu veux installer c'est les choses basiques, hein, installe LXD, machin. Évidemment. Voilà. Donc ça, installé.
Donc, la chose que je voulais vous montrer par rapport à comment reconnaître LXC comparé à LXD, si vous êtes en train de lire des tutoriels sur Internet, regardez déjà la date de publication de l'article. C'est important parce qu'il y a plein de choses qui sont assez vieux. Mais donc, on a LXC qui, la façon la plus simple de le reconnaître, c'est que c'est des commandes qui viennent avec LXC-quelque chose. Si vous voyez LXC-attache, -cgroup, -copy, -device, -ls, -stop, -start, -machin, n'importe quoi, LXC, là, dites-vous que c'est du LXC, c'est-à-dire la librairie qui va toucher le kernel, le bas niveau, celle qu'on n'utilise plus. Donc, pour utiliser toutes ces commandes-là, on va se référer à la commande LXT, par exemple, list. Donc, si je fais LXC list, donc quand vous voyez LXC espace, comme ça, c'est que vous êtes en train d'utiliser LXD. C'est pas très malin de la part des gens qui ont fait ça, mais voilà, parfois shit happens. C'est comme ça. Donc, ils ont voulu mettre une couche au-dessus de LXC, mais ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas pensé à renommer ça de façon plus conviviale. Donc, voilà, c'est fait, on n'y peut rien faire. Donc, LXC list, c'est l'équivalent de LXC ls. Donc, quand je tape ça, LXD va interagir par du reste sur le socket avec LXC en utilisant cette commande-là. Sur certains éléments, par exemple sur de la migration, sur les snapshots, il y a des choses que, par exemple, LXD rajoute de lui-même pour rendre ça beaucoup plus convivial, plus simple. Mais après, il fait avec sa sauce. C'est un peu comme mais de toute façon, c'est quelque chose d'assez répandu. C'est un peu comme vous tapez git checkout ou git merge ou git add. En dessous, il y a une autre API qui a des commandes beaucoup plus sombres que personne ne connaît ou presque, mais qui sont de bas niveau et que c'est eux qui vont faire le vrai travail. Donc, quand vous faites git add, c'est pas vraiment git add qui va interagir avec le noyau de git, c'est une autre commande encore voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire, des levels d'abstraction, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, imaginons j'ai installé LXC, que tout s'est bien déroulé. Enfin, l'autre type d'installation après apt-get install, vous pouvez l'installer par les paquets Snap. Donc, c'est plus moderne, mais moi, je suis un vieux développeur, donc je préfère avoir mon bon vieux apt-get. Ensuite, donc j'ai parlé tout à l'heure ici des images. Nous avons les VM qui sont disponibles, qui sont hébergés par Ubuntu, par Canonical et par d'autres. Donc, pour voir les images disponibles, c'est LXC, image list, répertoire, image S. Je serai en mode pour ne pas avoir tout sur ce truc. Donc, si tu mets rien, enfin, si vous mettez rien, que vous mettez juste image, il va vous afficher toutes les images. Là, le texte est trop gros, c'est pour ça que ça merde un peu. Mais là, on a du Alpine, ou Alpine, pour ceux qui parlent anglais. La version, l'architecture, c'est du AMD, enfin, c'est du 64 bits. Le type, ça, si vous avez LXD sur la version qui n'est pas la version 4, vous n'aurez pas cette colonne-là, type container ou virtual machine. Donc, comme j'ai dit, sur LXD, avant la 4, il n'y avait que le système de containerisation. Mais sur la version 4, ils sont arrivés avec QEMU à vraiment développer, aller beaucoup plus loin dans l'étanchéité de tous ces environnements et ça s'approche beaucoup des machines virtuelles qu'on connaît déjà, classiques. Donc, on a les Alpines, on a Arc Linux qui est là, Apertis, je ne sais pas c'est quoi. On a du CentOS, on a plusieurs versions. On peut avoir plusieurs versions de CentOS, plusieurs plateformes. Par exemple, là, on est sur du CentOS 8. Donc, on a du Debian 8, du cloud, voilà. Donc,
On ne va pas tous les faire. Donc, si vous voulez quelque chose de plus spécifique, vous savez que vous êtes un développeur qui est plus à l'aise sur des alpines, vous pouvez mettre image 2 points alpine. Et il va vous sortir que les alpines. 3.9, 3.10, 3.11, etc. Même chose sur du Ubuntu, vous pouvez... voilà. Et Ubuntu, il va vous sortir toutes les Ubuntu de la version 14.04 à 18.04 ou 16.04, je ne sais plus. Ah ouais, non, 14.04 jusqu'à la version d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les balancer, donc pas besoin d'attendre la fin. Au fur et à mesure. C'est beaucoup plus simple. OK. Donc, là, ce qu'on va faire, sur mon LXC, j'ai juste ce conteneur-là que j'ai arrêté parce que je ne m'en sers plus. J'ai installé un Drupal dessus. Je fais toujours du Drupal, effectivement. Donc, on va démarrer par un environnement virtuel sur un Ubuntu classique. Ubuntu, image de Ubuntu. Je ne sais pas, 18.04. On va lui donner un nom. Cloudy. Cloudy, c'est plus sexy comme ça. Donc, juste avec cette commande-là, oui, quelqu'un parle? Non? Micro. D'accord, donc juste avec cette commande-là, on peut démarrer il va aller télécharger l'image sur le serveur de Canonical. Bon, ça aussi, vous pouvez définir vos propres serveurs. Si vous avez des images spécifiques à votre entreprise, vous pouvez dire j'utilise un serveur en interne. Comme un peu comme Docker, vous pouvez avoir votre UpDocker repo d'images en interne. Pareil pour ici. Mais voilà, ça c'est autre chose. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer un environnement Ubuntu et dessus installer un Docker. Donc, je suis toujours dans l'idée où les deux sont complémentaires. Donc, à part juste avec ça, cette commande-là, vous pouvez avoir un environnement qui fonctionne. Mais il faut faire encore une autre étape pour que Docker puisse fonctionner à l'intérieur de cette VM-là. Donc, ça va être plus clair plus tard. Donc là, je vais ajouter un flag dans le config qui est security.nesting. Et là, on va dire à cet environnement-là qu'il va devoir gérer il va devoir permettre en tout cas le nesting, c'est-à-dire que d'avoir un environnement dans un environnement ou des environnements imbriqués. Donc ça, on peut le faire juste directement ici au moment de télécharger puis de démarrer l'image. Mais si vous avez oublié de le faire, c'est pas grave, on peut le rajouter aussi manuellement plus tard. Je ne sais pas, on peut le faire ici ou le rajouter. Mais je vais l'enlever, c'était juste pour vous dire que si vous avez l'intention de mettre du Docker dans votre truc, il faut le faire dès la base. Sinon, vous pouvez le rajouter après. Donc, on va juste l'enlever et puis je vous montrerai comment le rajouter plus tard. Donc, top, c'est parti. Imaginons que ça, c'est un... Comment ils appellent ça? Un Docker, bulle, je ne sais pas quoi. OK, donc c'est fait. C'est assez rapide, vous avez vu. Mais on va dire que c'est parce que je suis sur un VPS qui est en ligne, donc les connexions entre VPS sont extrêmement rapides. C'est pas sur votre machine, effectivement, avec votre connexion chez Orange Sénégal, ça va être un peu moins rapide, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, il nous a provisionné ce conteneur et il nous l'a démarré. Donc, tout est beau dans le meilleur des mondes. Je peux faire un NXD connect, enfin exec plutôt, et à partir de là, rentrer dedans.
Donc, exécuter dans Cloudy la commande. Donc, puisque c'est une Ubuntu, c'est la commande login que je vais faire. Enfin, je vais me loguer dedans en tant que l'utilisateur classique Ubuntu. Donc, voilà. Il démarre l'environnement, il nous crée l'utilisateur par défaut. Et à partir de là, on peut lancer cette chose. Donc, si vous voulez, j'explique. Là, je dis à LXD encore une fois, parce qu'il n'y a pas de tiré, d'exécuter la commande suivante. C'est la même chose que sur du Docker exec, plus ou moins. On lui donne le nom du conteneur ou de l'environnement. Et là, on lui signifie que la commande précédente est finie. Et ce qu'il faut exécuter, c'est ça à l'intérieur de ce cloud-là. Voilà. Donc là, si vous voyez, je suis dans mon machin, dans l'environnement virtuel. Le terminal a changé de couleur. Si je fais un LSB release all, nous allons voir que je suis sur Ubuntu 18.4 dans sa toute dernière version, la 04, enfin la 4. Et si j'en ressors, que je fasse, si je fais la même chose, oui, sur mon VPS, je suis sur du 20.4. Donc, on n'est pas dans le même environnement. Là, je peux vraiment faire tout ce que j'ai envie et c'est très protégé. Donc, si je crée encore un autre environnement virtuel, les deux sont très, très cloisonnés, très étanches comparativement du Docker simple. Donc, même chose, LXC exec cloud login user. Donc, je suis dedans. Où suis-je? Ok, je suis dans Home Ubuntu. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est à partir de là, installer Ubuntu. Enfin, installer Docker. Des questions, pas encore? Donc le truc classique, je ne vais pas essayer de... On va juste faire ça ensemble. Donc sur du Docker, sur le tutoriel. Donc apt-get update. Voilà, sudo n'existe pas. Donc même chose. Donc, pendant qu'il finit, on va faire ça. On va ajouter les clés pour être sûr qu'on télécharge nos paquets du bon serveur. Qu'il n'y a pas un man in the middle qui va essayer de nous faire une entourloupe. Donc, une fois les dépendances qui sont en train d'être installées finies, dans 5, 4, 3, 2, 1, je rajoute les clés. OK. Enfin, le serveur plutôt. Là, je rajoute les clés. La clé. Et à partir de là, j'ajoute le repo dans les fichiers apt pour que notre Debian puisse trouver ce nouveau logiciel. Ensuite, un bon coup de sudo apt-get, update. Et on est bon pour installer Docker. Bon, je vous le dis tout de suite, ça ne va pas fonctionner, mais parce que justement, je n'ai pas rajouté tout à l'heure que dans cet environnement, il y a ça doit être nested. Mais justement, l'objectif ici, c'est de vous montrer qu'on peut configurer après coup nos environnements virtuels. Donc, là, on va prendre du 462 mégaoctets. Mais encore une fois, c'est du VPS, c'est du serveur à serveur, donc ça va très vite.
fetching 97 mégaoctets en 4 secondes. Ensuite, ouais, là on est bon. Enfin, on doit être bon. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on y arrive. Conteneur D, à part mort. Donc là, vous voyez, à part mort chez root, conteneur D. Ils utilisent AUFS Tools, le système de fichiers en oignon là, de Docker. Donc, ils utilisent vraiment les mêmes primitives, mais pas pour les mêmes objectifs. Donc, théoriquement, Docker est installé. Voilà, on a la dernière version. On peut run notre Hello World. Enfin, Hello Docker, plutôt. Voilà, il va aller le chercher et là, bam, il plante. Ce qui est normal. Donc, comme je le disais tout à l'heure, avant que avant que le Docker ne puisse s'exécuter, il faut que, voilà, que les mécanismes de sécurité puissent être désactivés. Enfin, ou fixés, ça dépend. Donc, LXClist. Ce qu'il faut faire maintenant pour pouvoir dockeriser à l'intérieur de notre environnement virtuel, c'est l'arrêter pour fixer ce paramètre de sécurité. Donc là, une fois qu'on voit LXC, on voit qu'il y a notre Docker dedans, au-delà du pont réseau qui existe par défaut. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va l'arrêter. Je vais le mettre en haut, comme ça on verra tous. Cloudy. Ok, donc, même chose, LXC list, tout est arrêté. Donc on va le configurer. Config de 7 Cloudy, encore une fois, toujours le nom, sinon ça ne marche pas grand-chose. Security.nesting égale true. Ah, attendez. Un peu, non. Voilà. OK. Donc là, on est bon. Config show Cloudy. Donc là, j'ai fixé ce mécanisme, ce paramètre. Et là, j'affiche la config actuelle. Donc, on sait que c'est une architecture 64 bits sur du Ubuntu Bionic, machin, qui utilise le type de fichier qui est là. Donc, ça, c'est au démarrage de LXD qui va poser des questions sur quel est le type de fichier, comment on appelle ça, sur quel système de fichiers vous voulez garder vos conteneurs, vos environnements. Parce que vous pouvez aussi faire vous pouvez l'attacher à un SAN ou à un NAS, un disque distant. Donc, vous pouvez avoir votre environnement de conteneurs et tout ça, mais pour tout ce qui est données, vous pouvez les sauvegarder sur un environnement distant, sur une machine distante. Mais que ça se comporte toujours comme si c'était sur la même machine, sachant que l'objectif étant ici que si ça plante ou si ça crash, les disaster recovery, comme disent les professionnels, au moins vos données sont sécurisées. Il suffit juste de rebooter LXD sur une nouvelle instance, mettre la config et lui dire où se trouvent les environnements originels. Ensuite, l'autre chose que j'aimerais voir, c'est ephemeral false. Donc, on a un environnement qui est permanent, à la différence de Docker. Parce que nous savons tous que si tu mets, par exemple, un fichier dans Docker, tu démarres ton conteneur, tu mets un fichier, tu rentres dedans, tu fais ton exe bash IT machin, et que tu modifies le fichier de configuration, imaginons de ton serveur Apache, si tu tues ce conteneur-là, ta modification elle a disparu. Donc, tu es obligé de faire
une correspondance entre Docker et ton fichier. Mais ici, sur cet environnement, tu mets un fichier, tu le modifies, tu éteins le serveur, tu redémarres le serveur, il reste là, il reste permanent. Donc ça aussi, c'est un... Donc pas besoin forcément de faire du mapping de volume et tout ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant à signaler. Mais pour ce qu'on voulait faire, c'est ce paramètre-là, security nesting égale true. Donc je le rallume. Je rallume Cloudy et XC start Cloudy. Voilà. Donc on a son adresse bridge, l'autre adresse. Les snapshots, j'en parlerai pas, mais c'est quelque chose qui est assez important pour les entreprises. Enfin, professionnellement, même au-delà des entreprises, c'est quelque chose qui est assez important, mais voilà, on n'en parle pas aujourd'hui. Donc, je me reconnecte dessus. Même chose, exe sudo login user Ubuntu. Et on va retenter notre commande Docker. Donc, vous voyez ce que je disais tout à l'heure sur la permanence. Je suis reconnecté sur la machine. Mon fichier bash history est sauvegardé. Donc, je peux rappeler mes commandes précédentes. Donc, voyons voir, comme disait la règle. Et là, pam, tout ça fonctionne. Donc, voilà. On a notre Docker dans le Docker. Maintenant, on peut installer Docker avec Ubuntu Embed si on veut. Comme ça va nous rajouter encore plus de level of indirection. Donc, on a un VPS qui probablement est dans une VM LXD. Et dedans, on a installé Ubuntu. Et dedans, on a installé LXD. Et dedans, on a installé Docker. Et dedans, on a installé Ubuntu pour faire encore autre chose. Mais on ne va pas descendre dans ce tour de l'appareil. On va essayer de faire quelque chose de... Je ne sais pas trop. Installer un Nginx? Non? Oui, peut-être. Parce que ce que je voudrais qu'on fasse en installant Nginx, c'est de pouvoir faire quelque chose d'important, c'est de pouvoir nous connecter à notre machine à travers Internet. Parce que c'est bien beau d'avoir une machine qu'on peut découper en plusieurs bouts, mais il faut que ces bouts-là soient atteignables de l'extérieur. Là, je vais me reconnecter par LSSH à ce même serveur. Donc, LXC list. Donc, on a notre machin qui run. Si je fais un curl i 127.0.1, forcément, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, on va pouler un Nginx. Bon, ou à défaut, on peut l'installer manuellement, mais on va faire ça. On va juste faire le truc de base. To get... Il n'y a pas de terme autocomplétion. I can live with it. Mais on va faire on va décoriser un truc. Je vais juste vous amener à une idée que j'ai. Ok, Nginx is alive. Enfin, que je vais prendre. Donc, bien sûr, si je fais un curl, ça va être sur cette adresse IP, puisque c'est lui qui contient notre Nginx. Donc, ouais, là, j'ai un Nginx qui fonctionne sur ma machine virtuelle. Thank you for using Nginx. Si je... etc. Enfin, non, var, ouais, Nginx, Debian. Donc, ah,
il faut du sudo. Donc, welcome to LXD. On fait la même chose ici. Juste pour être sûr que c'est pas un coup de bluff. Donc, on a ici notre welcome to LXD et wire. Donc, je vais juste, dernière chose avant de vous montrer sur les aspects réseau. Juste prendre l'adresse IP de la machine vite fait. Je vais changer le port, ne vous inquiétez pas. Donc, si je tente de me connecter à ma machine sur l'adresse IP, il ne va pas fonctionner parce que de l'intérieur, donc là je suis à l'intérieur du LXD C ou D, et là je suis à l'intérieur de la machine, de l'environnement virtuel. Voilà, à l'intérieur, on peut accéder à ça parce que c'est l'environnement hôte qui essaie de se connecter à l'environnement LXD. Il n'y a pas trop d'implications de sécurité, vu qu'on est déjà dans la machine. Mais de l'extérieur, c'est un peu plus tendu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter cette machine. Cloudy, et mettre la configuration. Bon, là, je n'ai pas mémorisé ça. J'ai juste web 80 pour dire que je donne l'accès. Donc, ça, on va ajouter un nouveau device Ethernet, pour être précis, à la configuration de ce conteneur-là. Et ça, c'est un tag. Ça peut être n'importe quoi. C'est juste un mot-clé pour pouvoir savoir de quoi il s'agit. Donc, sur le web 80, je vais mettre un proxy qui va écouter sur le port TCP local 80. Local, ouais, 80. Et qui va nous connecter. Voilà. Même chose du monde extérieur. Même chose. Est-ce que tout est bon? Ah oui, c'est vrai. Il y a un dernier élément. Encore une fois, puisque c'est un conteneur, il faut lui dire qu'on se bind dans un conteneur. Donc, config device add, ajouter au VM Cloudy un proxy qui va écouter sur le port 80, toutes les connexions venant du port 80, et c'est dans un conteneur. Ok, donc device added, là on démarre. Donc, marchera pas, on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Sur le port 80, croisons les doigts, ouch, ça marche pas. Autre chose, je vais juste faire plus simple, parce que là, j'ai l'impression qu'il me redirige de HTTPS. Port 80, connexion refusée. Attends, donc, ultra, open port. Celui-là. J'ai juste copié ça. Ou c'est du UPTable. Qui a une idée? Juste tester UF. Ouais, et installer.
Oui, j'écoute. En fait, si c'est iptable, tu peux faire un iptable-f, comme ça va flasher tout ce qui est iptable, si il y a un blocage derrière. Non, non, là, je vais utiliser le nouveau, le petit nouveau, UWF, machin de firewall, là, qui va nous allow tout ce qui est sur le port 80. Allow web ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'il faut le démarrer ou vous pensez que c'est bon? Est-ce que tu l'as ajouté au bon endroit, cette commande-là? Oui, oui, oui. Là, c'est sur la machine haute. Enfin, c'est sur le VPS directement. Donc, c'est le VPS qui doit permettre au monde extérieur d'entrer dans lui-même. Et lui, il va charger, et LXC, il va charger de faire la redirection sur l'environnement, en tout cas virtuel. OK. Je vais voir si système. Allô? Oui. Oui, vous pouvez faire un, comment on appelle ça, service firewall dit, et puis vous l'arrêtez. Je l'arrête. C'est ce que je viens de Service, faire. Je viens de le redémarrer. Parce que là, j'utilise du, comment on appelle ça, du système. UFW. Oui. OK. Je l'arrête. Je le redémarre. Enfin, je le démarre. Mais ça ne fonctionne pas mieux apparemment. Je vais mettre plus d'informations. Connexion refusée. Too bad. LXC, attendez voir. Il fonctionne toujours. Ah non, je pense que j'ai fait une erreur. Parce qu'en fait, quand tout à l'heure j'ai fait le... Est-ce que sur le proxy, là où tu avais mis 127.0.0.1, est-ce que c'est pas ça le blocage? Est-ce que tu ne 127. devais pas mettre l'adresse IP ou bien 0000 aussi sur le connect? Je ne sais pas. Là, sur cette ligne-là? Oui, sur le 127.0.0.1. Est-ce que ça ne va pas figer l'adresse IP sur lequel? Ouais, c'est vrai, c'est possible. Mais moi, je pense en fait que c'est ici que j'ai fait l'erreur. Parce que je l'ai bandé dans un conteneur, mais en fait, le Nginx, il est installé nativement. C'est apt-get installé Nginx. Tu vois ce que je veux dire? Au lieu d'être Nginx dans le conteneur, en fait, c'est juste un Nginx classique installé dans la machine. Donc, c'est peut-être dû à ça. Donc, ce que je vais faire, c'est juste supprimer ce proxy-là. Donc, device belette. Il faut l'arrêter, sinon ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il dit? Haha, comment on appelle ça? La loi de Murphy entre en action. Donc, on va reprendre juste lentement. LXC, config
device delete cloudy web 80. Apparemment, il n'y a pas de delete, c'est pas unset plutôt, ou remove. Remove, remove, il faut juste pas le dire. Ah ben voilà, merci. Ok, donc on va refaire la même chose, mais dans l'autre sens. Config device add. Déjà, on va être sûr que c'est le bon port. Et on va l'allumer, sinon ça ne marche pas. Start cloudy. Cliquez config device add. Cloudy. Web 80. Proxy. Listen to TCP sans local 80. Donc, mettre tout. Ah, chut. Je n'ai pas l'adresse IP. Bon. Bon. Haha, je n'arrive plus à me connecter à mon serveur. C'est une chose bizarre. Mixer liste. Je vais juste copier ça. Changer ça. Bon. On va essayer ça. Connecter à 80. Ouais, je vais mettre 127. C'est connect égal. Merci, je vous prie. Ouais, donc c'est 4, 127. On va y arriver là. Listen. TCP égale connect TCP 127.0.1. Pour le connect, tu ne devrais pas lui préciser aussi le protocole TCP? TCP. Je vais nettoyer ça. Et ben voilà. Bravo, bien vu. Donc, dernière chance. Ça passe ou ça casse. Ah, ça peut faire passer. Donc voilà, c'était ça en fait, les gars. Donc en fait, j'avais mis, donc pour être sûr, on est sur du Welcome LXD. Pour être sûr, si vous voulez taper l'adresse IP. Donc en fait, j'avais mis bind, enfin le bind sur le container en oubliant qu'en fait, je n'avais pas installé Nginx via la containerisation. C'était juste une install basique avec du apt-get. Ensuite, effectivement, je devais aussi ouvrir le port 80 du firewall. Donc, pour IP table c'est celui-là, en fait, qui est un peu plus récent, plus préconisé. Bon, c'est vrai que l'autre est plus vieux et plus utilisé, a beaucoup plus de communauté de documentation, mais souvent, celui-là, il est installé par défaut, sur Ubuntu en tout cas. Je ne sais pas sur les Red Hat ou les
Voilà. Donc, je n'ai pas le temps de développer plus, mais voilà, l'idée générale, c'est, enfin, voilà, grâce à votre aide, je suis arrivé à vous montrer que c'est exactement ça que je voulais faire. Enfin, la démo, c'était ça. C'était installer LXD, installer Nginx dans un conteneur et puis mettre un site web à côté. Donc, ce à quoi je voulais arriver in fine, c'est il y a un truc qui s'appelle code serveur. Donc, en fait, c'est un VS Code dans le browser, dans le navigateur. Donc, il suffit d'aller sur une URL et vous avez VS Code. Donc, ce truc-là est disponible sur Docker, sur le hub de Docker. Et l'idée était de l'installer et on aurait une entreprise hypothétique qui va offrir un service qui est l'IDE en ligne et les développeurs pourraient se regrouper là-bas pour développer un programme ensemble. Donc, voilà. L'idée était de créer un site web à côté, créer ce VS Code en ligne-là, mais via une installation par Docker. Mais voilà, l'essentiel est fait. J'espère que la démo a été concluante et que l'idée générale a été comprise. J'espère que... Enfin, parce que l'objectif pour moi, c'était juste de vous donner un aperçu de ce que LXC peut faire. Parce qu'il y a les snapshots, il y a les migrations à chaud qui sont beaucoup plus intéressantes. Mais on ne va pas rentrer dans ça. Et vous donner envie d'en savoir plus. Donc, j'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus. Et parce que c'est ça le plus important. Si j'y suis arrivé, j'ai atteint mon objectif. Donc, juste un dernier coup, c'est si vous voulez tirer le machin de code serveur en ligne, voilà, il y a une commande Docker. Sinon, c'est sur GitHub. C'est un projet que j'aime beaucoup parce qu'il permet la collaboration entre développeurs. Et donc, voilà, tapez sur GitHub CDR code serveur. Donc là, j'attends les questions pour ceux qui en ont et en vous remerciant. Voilà, Ok. donc il y a 2 questions d'après ça. Oui. Donc, merci Omar pour cette présentation. Donc, ceux qui veulent rivaliser avec Rewel.com ou bien OVH, LXC, voilà, plus un bon proxying et un peu de Iptable, vous avez ce qu'il vous faut. Donc, nous avons 2 questions qui sont très proches l'une de l'autre. La première, Ndongo demande, c'est quoi la différence entre KVM et LXC? La deuxième question qui est toujours sur la même lancée, c'est vu que LXC rajoute des fonctionnalités qui se rapprochent de KVM du côté de la flexibilité, est-ce envisageable de créer des images Windows et macOS? Et une troisième, on fait comment pour le rechargement à chaud des configurations de son jail? Ça me dépasse. Les jails, par contre, les jails, ça me dépasse. Je ne suis pas BSD ni rien du tout. Donc, je ne pense pas que je pourrais répondre à... Je laisse répondre aux 2 premières alors. Oui, voilà. La différence entre KVM et LXC, est-il envisageable d'avoir des images Windows et macOS? Ok, donc oui, comparé à KVM, KVM c'est une solution full VM, c'est-à-dire complètement étanche, qui demande un OS. Et la plupart du temps, je dirais ça se limite, mais limite n'est pas le beau mot, ça se résume à beaucoup plus de densité. J'ai dit tout à l'heure au début de la presse qu'il faut déjà fixer les ressources qui seront attribuées à une VM avant de l'allumer. Donc, on dit qu'il y a 10 gigas d'espace qui sont réservés, machin de RAM qui sont réservés. Donc, c'est fixé. Donc, la quantité de machines virtuelles qu'on peut mettre dépend beaucoup de la quantité de ressources que la machine haute dispose. Donc, là, c'est la densité. Sur les environnements virtuels, on a beaucoup plus de densité. On peut laisser un environnement virtuel être flexible, c'est-à-dire grandir s'il a besoin de plus de ressources et l'abaisser le niveau s'il a besoin de moins. Ça, avec les risques évidemment qu'une appli consomme plus que toutes les autres. Mais ça peut être un avantage ou un inconvénient, ça c'est à voir. Ensuite, moins de latence.
enfin, d'après ce que les comparaisons que j'ai eues ici, il y avait des chiffres, mais j'ai préféré faire plus simple. Et le démarrage en Snap, c'est plus vite, c'est très très vite démarré. Ça, par exemple, c'est une caractéristique intéressante pour les acteurs de cloud. Parce que si tu vas sur, imaginons que tu vas sur Heroku, qui est là, les acteurs qui étaient là, Heroku, et que tu commandes un Dino, tu n'as pas envie d'attendre, je sais pas, 5 minutes, 6 minutes pour que le provisionnement soit fait. Parce que l'idée de ces provisioning, c'est que ce soit vraiment à chaud, que ce soit très rapide à déployer. Imaginons que c'est Noël, qu'il y a 100 000 personnes qui se connectent sur ton serveur. Tu n'as pas envie de déclencher 10 machines virtuelles, de provisionner 10 machines virtuelles qui vont prendre chacun 10 minutes à démarrer ou 5 minutes à démarrer. Parce que d'après les calculs des experts, si ton site web met 1 seconde ou 5 secondes de plus, c'est temps de charge sur ton chiffre d'affaires qui va disparaître. Donc, imaginez si c'est 5 minutes. Donc, on est dans un monde de rapidité. Donc, en termes de rapidité, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide de provisionner ce genre de machines et d'environnement que sur du KVM ou sur du VMware ou sur du Zen ou sur autre chose, sur des vrais VM en tout cas. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Les deux, je pense que c'était la même chose, non? Ou plus ou moins. La simple. Pour moi, tu as déjà répondu à la deuxième, que actuellement, il y a des gens qui travaillent pour avoir du Windows. Ah oui, ça existe déjà. Ça existe déjà. macOS, c'est un peu plus compliqué. Oui, Mac, c'est beaucoup plus sûr. C'est beaucoup plus sûr, parce que comme d'habitude, de toute façon. Mais sur du Windows 10, ça, par exemple, sur l'annonce de la LTS de machin, il y a une ligne où le gars dit qu'il a installé du Windows 10, mais je peux mettre ça en référence tout à l'heure sur le chat, comme ça vous pouvez le lire. Mais sur le Windows 10, ça se fait. Les gens sont en train de le faire. Parce que sur la version 4.04 LTS, c'est vraiment basé sur QEMU, qui est un émulateur virtuel. Et c'est vraiment, ça devient réellement du machine virtuelle plutôt que des environnements virtuels. Donc, OK. voilà. Donc là, la première présentation a pris plus d'une heure. Un dernier petit Oui, point vas-y. sur ça. Vas-y. En fait, tu vois, quand tu parles des avantages, tu parles de densité, de temps de latence et compagnie. Mais si LXD ou LXC, enfin, je sais pas, je veux dire que c'est les mêmes, Oui, l'un des deux, ouais. rajoute des features et des nouvelles tech et tout devient de plus en plus flexible, est-ce que ça va toujours tenir? Est-ce que ça va pas devenir un KVM au final? Est-ce qu'on va pas perdre en termes de perte? C'est juste une question comme ça. Maybe, en fonction des choses qu'on ajoute, ça peut effectivement alourdir le système, mais je pense que c'est un élément qu'ils sont en train de prendre, qu'ils prennent en compte en tout cas, parce que c'est utilisé encore une fois sur OpenStack. Et OpenStack, c'est une plateforme de cloudisation. Donc, je pense qu'ils ne vont pas essayer leur cœur de métier, quoi. C'est du Linux on Linux. Là, on fait du Linux et Windows, mais c'est vraiment c'est juste pour la démonstration. C'est vraiment pas quelque chose que les gens font dans la vraie vie. Enfin, les entreprises font dans la vraie vie. Mais je pense pas enfin, je suis pas sûr, j'ai pas de réponse. Mais ouais. OK. Donc, on va dire merci, Omar. Merci à vous, les gars. Dans de prochains meet-ups, nous pourrons aller beaucoup plus loin avec ce sujet qui est toujours plus loin. Mais là, vu que le temps nous rattrape, nous devons passer à notre deuxième présentation, Prometheus, From Metrics to Insights, présenté par le latéral droit du Barça, Jean-Luc Semedo.